À qui? Ça, je le savais pas. Sur l'autre pan de mur était accrochée une tapisserie, sous bois, avec un cerf qui sautait dans le fond, par-dessus des buissons, des chiens qui avaient la gueule ouverte, la langue qui pendait. Le tout, là aussi, sale et usé, mais comme la tapisserie était faite, je crois, en 2 ou 3 tons, les taches foncées mettaient en valeur toute la partie éclairée. Le long de la tapisserie, 2 fauteuils. Ma mère connaissait les noms de ces fauteuils, elle appelait ça des crapauds. Alors je me suis mis à chercher pourquoi on appelait ça des crapauds. Ça n'avait pas du tout l'allure d'une bestiole. C'était légèrement défoncé. Je me suis assis sur le premier qui était devant moi. J'ai essayé les ressorts. Ça couinait un peu. Je me suis relevé, je suis allé dans l'autre. C'était pareil. C'était 2 frères qui couinaient tous les deux. Je suis revenu vers le lit. J'ai commencé à me déshabiller, à ranger mes affaires, parce que j'étais toujours très soigneux. Je ne pouvais pas quitter un pantalon ou une chemise sans poser le pantalon sur la chaise, la chemise sur le dos de la chaise. Et une fois à poil, je me suis glissé entre les draps. Je laissais la lampe allumée. Je regardais le plafond. Il était très haut, très loin, avec quelques craquelures, comme tous les plafonds que j'avais connus. J'essayais de fermer les yeux, tout en sachant que je ne trouverais pas le sommeil rapidement. Et je sentais que dans cette pièce, il y avait comme trop d'air. Alors j'ai rouvert les yeux, je me suis levé, en faisant très peu de bruit. Je tendais l'oreille pour savoir, découvrir si le père et la mère dormaient. De leur côté aussi, c'était le calme. Est-ce qu'ils avaient les yeux ouverts? Est-ce qu'ils avaient la lampe allumée? Qu'est-ce que faisait la grand-mère là-bas dans le coin? Elle était un peu reléguée. C'était une pièce qui n'était pas une chambre, je crois, au départ, dans laquelle la mère Niglis rangeait ses patates ou son sucre, enfin ce qui pouvait se conserver. C'était la pièce la plus froide, mais qu'elle avait voulu parce qu'elle était au nord, disait-elle. Comment passait-elle sa première nuit? Si pour le père ou la mère, il y avait peut-être eu des nuits ailleurs que dans la cave ou dans la loge, je pensais qu'ils avaient connu des hôtels. La grand-mère, elle, n'avait sans doute connu que ou bien les caves, ou bien les chambres de bonne. Ça devait lui faire un drôle d'effet. Je me suis mis à penser aussi aux marins. Là où ils dormaient et là où nous allions dormir maintenant. Je me disais que on pourrait très bien lui donner l'office, ou au pire des cas même le bout du couloir, que mon père avait décidé d'abandonner complètement et d'en faire pour plus tard une penderie. Une penderie dans laquelle il envisageait déjà de mettre des pitons, des cintres, et puis sur les cintres des frusques. Donc tous les deux vieux, ils s'étaient non seulement rehaussés de 2 étages, mais pour leur avenir, ils en faisaient autant. Ils auraient un jour des frusques, ils meubleraient de leur présence cette espèce de grand château. Je tournais dans ma chambre. Je fumais, j'entrebâillais la porte de l'office, je regardais, je tendais ma main vers le bouton que j'avais installé, je donnais un coup de lumière. Le grand fauteuil, c'était peut-être ce qui m'avait le plus tapé dans l'œil de tout cet appartement qui était resté meublé. Un grand fauteuil recouvert en tissu brillant qui, pour moi, pouvait être de la soie. Le siège, légèrement défoncé, comme tout le reste, laissait passer un ressort. Et puis, comme il était capitonné,
Il y avait d'énormes boutons qui retenaient comme une bouche serrée avec des joues qu'on aurait gonflées autour d'elle. Et ça faisait un fauteuil à grimace. Je retirais la porte, je fermais la lumière, je revenais vers mon lit. Il faisait pas chaud. Alors j'ai passé mon froc, j'ai remis ma chemise, puis je me suis allongé sur le lit. Il y avait un édredon que j'ai tiré. Avec lui, j'ai eu trop chaud, je l'ai repoussé. Après, j'avais trop froid. J'éteignais ma lampe, je la rééclairais. J'en faisais autant avec mes yeux que je fermais, que j'ouvrais. Le sommeil ne venait pas. De temps en temps, j'entendais des bruits que je ne connaissais pas, ou que je connaissais, mais d'en bas et pas du dessus. Tout avait l'air de monter vers moi. Une voiture peut-être qui passait. Quelqu'un qui courait sur le trottoir. Comme je n'étais pas directement sur la chaussée, mais sur la cour, tous les bruits de la rue arrivaient très tamisés. Mais dans la rue Béranger, qui elle était du côté de la cour, alors il venait, mais d'une façon très aiguë. Car après la cour en bas, il y avait un bout de ce qu'il est convenu d'appeler un jardin, qui appartenait aux locataires qui se l'étaient partagé en 8. Jardin auquel d'ailleurs mon père avait immédiatement dit qu'il revendiquait lui aussi sa part, puisque la mère d'église avait droit à un petit bout. Alors ça serait là-dedans qu'il arrangerait un petit cabanon avec sa bicyclette, et pour les 4 ou 5 mètres de terre qu'il avait, il envisageait au printemps de retourner ça, de planter des tomates, ou bien des patates, ou bien des poireaux. Les camions de Pavic qui travaillaient jour et nuit, et la semaine comme le dimanche, continuaient à passer. Mais à une différence dans leur bruit et dans le tremblement qu'ils entraînaient dans toutes les maisons du coin. C'était d'énormes camions de 10 tonnes ou 15 tonnes. Dans la cave, le tremblement était là aussi très assourdi. Et la toute petite fenêtre ne vibrait pas. Alors que dans ma chambre, l'immense fenêtre de 2 mètres, dont les vitres n'étaient pas toutes très bien fixées, se mettait à trembler à chaque fois qu'il passait. Ça aussi m'empêchait peut-être de dormir. Alors j'ai pensé ouvrir la fenêtre, mais j'aurais trop froid. J'ai entrebâillé la porte de l'office, qui elle aussi grinçait quand il passait. De toute façon, même quand les vibrations disparaissaient, quand les camions arrêtaient ou partaient, quittaient le rond-point, il y avait d'autres bruits, d'autres moments à découvrir. Et je tournais sur mon lit, je me relevais, je reposais mon cul sur un crapaud et sur un deuxième crapaud. Je réouvrais les tiroirs du secrétaire. Je les refermais, je les réouvrais. Je sentais. Il fallait se faire non seulement au bruit, mais aux odeurs que chaque objet avait. Alors je me suis mis à tout sentir. Après le secrétaire, j'ai senti l'armoire, la porte de l'armoire. À l'extérieur et à l'intérieur, il y avait une différence. Et puis la cheminée, le grand marbre qui était fondu. Et la glace qui était au-dessus de la cheminée, qui, elle, était entièrement figée, qui ne donnait qu'une image vérolée. J'ai senti les pieds de mon lit, le matelas. C'était pas le moisi, mais une odeur qui n'était pas mienne et qui ne le serait sans doute jamais. Et en même temps, je refusais de prendre cette odeur. Je me disais, si je dors dans ce lit-là, alors j'envisageais de lui foutre de l'eau de Cologne ou bien de pulvériser de l'eau de Javel dessus. Chez nous, la Javel, c'était vraiment le grand moyen, la grande odeur qui chassait toutes les autres odeurs. Que ça soit de la friture, que ça soit de la flotte qui monte par le trou de la cave, que ça soit le dégueulis du père. On était des consommateurs de Javel comme il n'y en a jamais eu. On aurait dû être actionnaire là-dedans. Et la nuit passait lentement. Je m'en foutais, le lendemain, c'était le dimanche. Je pouvais très bien la passer, la première, sans fermer l'œil. Et vers peut-être 2 ou 3 heures du matin, je sais pas, je n'avais pas d'heure. Mais enfin, c'était sans doute ça. Tout était devenu étrangement calme. Et si ce n'avait été les camions de Pavic qui, eux, continuaient à entrer et sortir,
se serait cru un peu comme dans un désert. Enfin, comme j'envisageais ce que pouvait être un désert. Alors j'ai réouvert la porte de l'office, je suis passé dans la cuisine, je me suis retrouvé dans le couloir et tout doucement j'ai retiré la clé de la serrure de la porte d'entrée. J'ai fait jouer la targette, j'ai retiré la porte derrière moi et je me suis trouvé sur le palier du premier étage, en enjambant le tapis sur lequel on pouvait encore lire très vaguement, très usé, mais quand même Niglis, Niglis. Je descendais lentement l'étage. J'arrivais au rez-de-chaussée, je frôlais la loge de la concierge où le nouveau Pipelet dormait avec sa femme. Un type qui faisait le coiffeur, qui s'appelait Dominique, dont la femme était tellement grosse que pour rentrer chez les gens, elle était obligée de se mettre un peu sur le côté. Puis j'ai contourné très machinalement, mais en me retrouvant de plus en plus chez moi, la rampe de l'escalier. Et puis à tâtons, là où la minuterie cessait d'éclairer, j'ai tiré une autre porte qui faisait un tout petit peu de bruit, qui grinçait. Et lentement, je suis descendu à la cave par l'escalier. Sans compter les marches, mais en sachant qu'il y en avait 19. Et puis en bas, à droite, une autre porte, épaisse, pas rabotée. La porte qui me faisait peur quand j'étais môme. Je l'ai poussée. À l'endroit où on posait tous nos mains, c'était devenu plus lisse. Et tout de suite, après l'avoir poussée, on trouvait encore sur la droite une autre porte. La porte de la cave, la nôtre. On avait tout laissé en état là-dedans, le lit compris. J'ai trouvé tout de suite l'interrupteur et j'ai donné la lumière. Dans le coin, le robinet s'égouttait tout doucement, comme il l'avait toujours fait depuis 17 ans. La grande table ronde au milieu qui, d'après ma mère, devait cacher la plaque d'égout. À droite, le long de la toute petite fenêtre, sur un mur qui était assez souvent humide, et où l'oncle dessinait, lui, des chevaux qui sautaient des haies, mais des chevaux un peu grotesques, et puis le fameux chien qui fumait sa pipe. Mon lit, avec la petite étagère qui était devenue vide, parce qu'ils avaient ramassé le poste, le napperon qui était resté là, parce que tout ça à cause du temps. Puis en dessous le napperon, ce que je n'avais pas encore retiré, la photo de Maribel. Je l'ai sortie de là, je l'ai regardée. Je n'arrêtais plus de regarder. Je n'étais que deux yeux, une paire d'yeux qui fouillaient partout. De l'autre côté du lit, après l'armoire, qu'ils avaient laissée aussi, parce que mon père disait qu'on ne pouvait pas la démonter, qu'on ne pourrait pas la sortir comme ça et la remonter dans les escaliers, pas plus que la passer par la fenêtre qui était trop petite. L'armoire avec sa grande glace dans laquelle je m'étais regardé pas mal de fois. Le lit de la grand-mère, qui était un lit en fer, genre de lit pliant, mais qui ne se pliait pas ou qui n'avait jamais été plié. Vide, sans ses draps, sans ses couvertures, avec la paillasse qui était toute trouée, et au milieu, la grande forme allongée de la grand-mère. Un petit placard au pied de son lit dans lequel elle rangeait ses fringues. Et de l'autre côté de la porte, le grand placard, dans lequel il y avait le sucre, le café, et au pied du placard, ce qu'ils avaient laissé là aussi, comme si le père avait vraiment juré et fait la promesse de ne plus jamais s'en servir. Le panier à bouteilles qui en contenait 12, qui tout était vide, mais qui était resté là. À croire qu'à partir de maintenant, nous irions chercher le pinard non plus dans un panier troué ou dans un panier en fer comme celui-là, mais dans un sac bien fermé, comme si ma mère et mon père avaient brusquement adopté les méthodes bourgeoises. C'est-à-dire j'achète, mais je ne montre pas ce que j'achète. Et pour finir, la cuisinière, une toute petite cuisinière, que je me suis mis à appeler Chérie. Elle avait sa tôle qui, à force
d'être rougie et blanchie par le feu quand l'hiver il faisait tellement froid, qu'elle en était comme cloquée, bouffée. Bouffée pas par la rouille, mais par le feu. Avec les ronds fendus, avec le tisonnier qui pendait sur le côté. Tout ça déjà très abandonné. J'ai tourné dans la pièce pendant un moment. À nouveau, je retrouvais les bruits de Pavik. Et je me retrouvais en les retrouvant. C'était beaucoup plus pour moi et à moi. Je me suis assis sur mon petit lit. Et je savais que si je m'allongeais, je pourrais dormir très rapidement. Quelques secondes après, sans penser, je retrouverais le sommeil. Mais je ne voulais pas dormir. Alors là, assis, les bras sur les genoux et retrouvant mes cigarettes dans la poche, je fumais en faisant tomber les cendres entre mes pieds. On était déjà dimanche matin. Tout se déroulait très lentement, comme une machine à coudre qu'on aurait démultipliée au maximum, avec une aiguille qui aurait pu rentrer toutes les 10 secondes ou 20 secondes dans un tissu. C'était ça le temps, cette nuit-là. Et j'ai vu dans le cœur du petit volet, un cœur que mon père avait dessiné avec une scie et qui donnait pour moi tous les matins le signal du jour qui se levait. J'ai vu une dernière fois, petit à petit, le trou devenir gris foncé, puis de plus en plus pâle, jusqu'à ce que vers 6 heures, 6h30, il devienne tout blanc. Alors j'ai quitté la pièce. J'ai quitté la pièce et je suis remonté là-haut. Le père et la mère étaient déjà debout, lui faisant chauffer une goutte de café et elle se lavant les mains. Elle disait que c'était très pratique d'avoir l'eau et un évier en dessous et non plus une cuvette. Elle me demandait où j'étais et j'ai dit je suis descendu pour voir, comme ça, un peu dans la rue. Tu as dormi? Je répondais oui. On dort bien dans un lit comme ça. Oui, on dort bien. Le père il me dit j'ai jamais autant roupillé de ma vie. Je dis oui, moi c'est pareil. Et alors c'est chouette parce qu'on peut s'étirer. Hein. Je dis oui, oui, c'est ça. Et puis, t'as vu les fauteuils, là, tu les as essayés? Je dis bah il y a des fauteuils partout, mais enfin, ceux de la chambre, je les ai essayés. Mais elle m'a dit on les fera recouvrir. Je lui dis c'est pas la peine. Elle dit si on va tout faire recouvrir. Bah, je lui dis non, je vois pas pourquoi, c'est bien comme ça. Elle me dit pourquoi on va. Il faut qu'on efface. Effacer quoi? Elle me dit il faut qu'on. Enfin, faut que ça change, on va quand même pas rester. Bon, on garde les meubles parce que ça, les meubles, c'est normal, on va pas. On va les astiquer, mais. Enfin, les fauteuils, la toile cirée qui est dans l'office, tout ça, moi je vais tout changer. J'ai pas eu le courage de lui dire avec quoi tu vas les changer, mais. Ou bien alors elle avait décidé, ou peut-être ils avaient décidé tous les deux de s'endetter plus encore qu'ils n'étaient, c'est-à-dire de s'enterrer complètement. Ou bien alors ils étaient devenus complètement jobards. Le père regardait les fenêtres, l'ouvrait, la fermait, celle de la cuisine, celle de l'office. Ça grinçait ici et là, alors je vais mettre de l'huile, je vais piquer des burettes à l'usine. Il faut que tout soit huilé là-dedans, tu comprends, ça faisait des années et des années que cette vieille vache... Alors ma mère, pas une vieille vache, dit-elle. Oh, le vieux dit, tu sais, vieille vache ou pas vieille vache. De toute façon, il faut tout remettre en état. Je dis, mais ça y est, tout est remis en état, ça fait un mois qu'on gratte là-dessus. On a tout arrangé, on devrait tout laisser. Alors ils n'ont pas insisté. On a cassé la croûte le matin. Le premier casse-croûte dans une cuisine qui n'était qu'une cuisine. La grand-mère s'est levée, elle est venue, elle a bu son bol de café en faisant tremper son pain dedans. C'était elle qui était la plus silencieuse de toutes. Une fois son café bu, elle est repartie dans sa chambre pour se reposer, disait-elle. Mais elle supportait peut-être très mal cette première nuit. D'abord parce que pour elle, les bruits étaient certainement beaucoup plus présents, et en tous les cas tellement changés que, comme pour moi, et ça je le voyais, non pas dans sa tête, sur sa tête ou dans ses yeux, c'est curieux comme ma grand-mère, elle, parlait, mais avec ses mains. C'était par elle que tout passait.
peut-être parce qu'elle était aveugle et qu'elle avait fini par développer le sens que les aveugles, justement, développent au maximum. Non seulement quand elle prenait un objet ou du pain ou qu'elle ouvrait une porte, il y avait non pas d'infimes précautions, mais des yeux au bout des doigts. Et lentement, j'avais découvert que quand elle voulait nous exprimer quelque chose, c'était moins avec ses lèvres qu'avec ses 10 doigts, qui se tordaient, se refermaient, s'ouvraient, se pliaient, se croisaient les uns sur les autres. Et c'est par là qu'on devinait les choses. Ou du moins que je devinais les choses. Et avec ses mains, j'ai compris quand elle est partie, les laissant tomber le long de son corps, que elle s'était peut-être fait chier cette première nuit-là. Pour des raisons différentes des miennes, mais peut-être pas trop éloignées. La première journée, eh bien, s'est passée sans rien faire. À aller d'une pièce à l'autre, mon père qui donnait ses petits coups de sifflet, et il attendait que je lui réponde. Ça, c'était sa manière quand, à peu près à jeun, le soir, il rentrait et il s'annonçait du fond de la cour, par un petit sifflet qui, quand on avait la chienne, avait le don de la mettre en joie. Et qui mettait aussi la mère en joie parce que le coup de sifflet annonçait j'ai pas bu ou j'ai moins bu. Alors là, c'était pas pour dire j'ai moins bu, mais pour dire je suis loin. Et j'ai fini par lui répondre. Alors ensuite, ils se sont mis eux à courir dans l'appartement. Lui, il passait de la chambre au salon, du salon, il fermait la porte, il passait dans sa chambre. Dans sa chambre, il revenait dans la mienne, après la salle à manger, le couloir, il tournait, les chiottes, il ressortait. Une véritable cavalcade, des gamins comme je n'en avais encore jamais vu. Comme moi, je n'avais jamais été. La grand-mère, elle, la porte bien fermée, devait les entendre. Et si je ne me trompe pas, elle avait dû croiser aussi ses doigts, elle était croisée continuellement en entendant les coups de sifflet. Sans sourire, sans faire sourire ses doigts et en faisant craquer un peu les phalanges. À midi, on a cassé la croûte. Après le repas, décision du père, on va les sortir. On va tous sortir dans le quartier, la grand-mère avec. Elle a dit non avec ses doigts. Et une fois le repas terminé, le père a sorti sa tenue coutumière, ses bleus, mais qui était propre. Il a mis ses espadrilles. La mère a enfilé une robe que je lui connaissais, mais qui, dans ce décor-là, était une robe presque neuve. Elle a même poussé la coquetterie jusqu'à se passer un peu de rouge sur les lèvres. Puis ensuite, elle a cherché dans un sac, un vieux sac que je ne voyais que très rarement dehors, dans lequel je pensais qu'elle rangeait ses quittances pour les locataires, ou bien le fric quand elle avait encaissé les quittances. Et de ce sac-là, elle a sorti un crayon. Elle l'a mouillé et dessiné ses arcades, ses sourcils. Et puis elle en a mis un peu en dessous, sur les cils. Elle a fait l'amour en tendant son bec maigre vers mon père. Et elle a terminé ça par un sourire un peu grimaçant. Et le père, pour lui répondre de la même façon, lui a donné une grande claque sur le cul. En avant! Il s'est levé. Allez, viens, fiston. Alors j'ai passé un foulard autour du cou. Lui, il a décroché sa bâche à l'entrée. Puis on s'est retrouvés sur le palier. Et on a lentement attaqué la descente. Le premier étage, on est passé devant la loge. Le vieux a donné un petit clin d'œil là-dedans, avec un petit sourire dans la gueule. Dominique était chez lui, on entendait un peu de bruit. Il devait lui aussi s'arranger et peut-être commencer à faire des différences entre sa toute petite pièce au fond d'une cour et la loge qu'il avait là. Le cordon qu'il aurait à donner, comme mon père lui avait expliqué, on tire ton cordon et toi tu tires le tien, tu attends le nom et quand on a donné son nom, tu te rendors. Pour le père, c'était simple.
Pour Dominique, ça avait semblé non pas compliqué, mais difficile de retrouver le sommeil une fois que quelqu'un avait demandé le cordon. Mais le père avait dit pour le moment, il n'y a pas de problème. Jusqu'à minuit, on sonne. Après minuit, on n'a plus le droit de sortir. Donc, tu peux dormir de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Là, tu sors tes poubelles. On s'est retrouvés dehors. Et précisément, les poubelles, elles, n'avaient pas été rentrées. Alors, le vieux n'a rien dit. Il a commencé à marcher un petit peu devant la mère, qui essayait de le rattraper. Elle a passé son bras sous le sien. Ça devenait de plus en plus grotesque. Elle, petite, maigrichonne, lui, petit, mais rond. Le dos un peu voûté, tirant la patte de sa blessure.